retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, l'actualité sociale chargée a éclipsé une actualité internationale qui l'est tout autant. Brexit, avenir de l'OTAN, présence de la France au Sahel. On va parler de toutes ces questions avec la sénatrice représentant les Français établis hors de France, Joëlle Garriaud-Maylam. Elle est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Cédric O, le secrétaire d'État chargé du numérique. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous serons dans le Bas-Rhin pour parler de l'économie liée aux fêtes de fin d'année. Marché de Noël, jouets d'occasion ou encore produits français, nous verrons tout ça. Et puis enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu au menu, la réforme des retraites. Nouvelle semaine de mobilisation qui s'annonce et le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye fragilisé par les révélations sur sa déclaration d'intérêt. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 16 décembre. 12e jour de grève contre la réforme des retraites et c'est encore une journée galère qui vous attend dans les transports. Seul un TGV sur 3, un Transilien sur 4 et un Intercité sur 6 circuleront. 4 circulations sur 10 seront assurées sur les lignes TER en partie par des bus de remplacement. C'est encore un lourd bilan sur le front des intempéries ce week-end. 3 morts dans le sud-ouest. La dernière victime à déplorer est un homme de 40 ans porté disparu dans les Landes. Il a été retrouvé hier. Je suis déçue du résultat de la COP25. La communauté internationale a perdu une occasion importante de faire preuve d'une ambition plus grande. Ce sont les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. La conférence climat s'est achevée avec 40 heures de retard pour tenter de trouver un accord. Au final, un texte qui appelle à des actions urgentes, mais quasiment aucun des grands pays émetteurs de CO2 n'a pris d'engagement concret. Et on débute donc avec la sénatrice du jour. Elle représente les Français établis hors de France et siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Joëlle Garriaud-Maylam. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le disais, on va parler de cette actualité internationale très chargée. Mais d'abord, un mot sur cette actualité sociale en France, cette réforme des retraites. Le haut-commissaire à la réforme des retraites fragilisé par de nombreuses omissions sur sa déclaration d'intérêt. Est-ce que pour vous, Jean-Paul Delevoye est encore en position de rester au gouvernement ? Ou est-ce qu'il doit démissionner? Écoutez, j'ai de l'estime pour Jean-Paul Delevoye. Je pense que c'est un homme honnête. J'imagine qu'il s'agit effectivement, comme il le dit, peut-être d'un oubli. Mais d'un autre côté, dans la situation actuelle, je serais surprise qu'il puisse rester au gouvernement. Parce qu'évidemment, il fragilise le Premier ministre à un moment où les négociations doivent être extrêmement importante, pointue, il faut qu'il y ait un respect mutuel et le gouvernement, à mon avis, aura du mal à le garder. Parce qu'on ne peut plus accepter cette situation de blocage dans les rues. Ce sont les Français qui sont pénalisés. C'est vraiment une situation très grave. La France est le pays le plus protecteur du monde. Les Français ont des avantages considérable et le fait de bloquer le pays de cette manière est gravissime parce que cela entraînera des conséquences économiques lourdes. On ne peut pas prendre en otage une partie de la population qui sont justement les membres les plus fragiles, ceux qui sont obligés d'aller au travail, ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre des taxis, qui n'ont pas d'autre solution que de prendre les transports en commun. C'est gravissime. Je peux vous dire qu'à l'étranger, personne ne comprend cette situation. Vous parlez de conséquences économiques lourdes, conséquences aussi sur l'image de la France, vous qui êtes beaucoup à l'étranger de par votre fonction? Ah mais absolument, mais les étrangers ne comprennent pas. Ils me disent, mais les Français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de vivre dans ce pays où certains peuvent prendre une retraite à 52 ans. Mais qu'il y ait des questions de pénibilité, bien évidemment. Et ça, il faut en tenir compte, il faut les examiner. Mais d'un autre côté, il serait naïf de se dire qu'on peut continuer comme avant, sans faire des efforts. L'espérance de vie ne cesse de s'allonger en France et on veut faire prendre une retraite beaucoup trop tôt. Donc cette réforme est la bonne pour vous? Il faut la faire? Il faut faire une réforme. Qu'elle soit la bonne
je n'en suis pas certaine. Il faut évidemment négocier, voir au cas par cas. Mais ce qui me paraît indispensable, c'est qu'il faille, pour la majorité des Français, travailler plus longtemps. Ça, c'est indispensable, c'est une base. Allez, on va parler de cette actualité internationale chargée. Aujourd'hui, Emmanuel Macron devait réunir à Pau les dirigeants du G5 Sahel. C'est la force militaire conjointe des pays de la région, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Cette réunion, elle devait avoir lieu pour parler de l'opération Barkhane. Elle a été annulée suite à l'attaque qui a eu lieu la semaine dernière au Niger. Est-ce que, pour vous, elle doit être reprogrammée rapidement, cette réunion? Et c'est important qu'elle se tienne vite? Absolument. La situation de Barkhane est extrêmement difficile. C'est toute la région qui est en danger. Nous avons un territoire, le Sahel, qui est aussi grand que l'Europe. Nous avons 4500 soldats français. Il y a bien sûr des soldats africains, mais c'est insuffisant. Nous sommes seuls pour traiter de cette situation. Nous avons besoin que les pays africains se réunissent pour prendre des décisions et pour essayer de contribuer encore davantage à l'effort de guerre, de la même manière que j'appelle les Européens, membres de l'OTAN, à s'aligner et travailler davantage avec nous sur cette région, parce que c'est la sécurité de la France et de toute l'Europe qui en dépend. Si le Mali passe dans les mains des djihadistes. Et on a bien vu dans cette attaque des 71 soldats du Nigérien assassinés, on voit bien qu'il s'agit de plusieurs groupes islamistes qui se sont réunis pour aller tuer ces soldats nigériens. Il faut réagir et le G5 est une solution. Mais qu'est-ce que vous dites sur cette guerre? Attention, on est en train de perdre cette guerre au Sahel? Alors, je ne voudrais pas dire cela. Mais il y a un énorme danger, un danger mais absolument considérable dont beaucoup de personnes en France ne prennent pas conscience. Nous faisons déjà des efforts considérables, mais nous sommes seuls. Et nous ne pourrons gagner cette guerre qu'avec des efforts considérables en matière de défense, avec l'appui de nos partenaires et de nos alliés, mais aussi en faisant des efforts de développement. Nous avons besoin aussi d'aider les populations par différents moyens, que ce soit un appui sanitaire, un appui par l'eau, un appui par l'audiovisuel aussi. On va en parler, mais est-ce que ce que vous dites qu'il faut des efforts plus importants, ça vaut aussi pour les pays africains? Est-ce qu'il y a un problème politique avec ces pays africains qui doivent prendre une plus grande part dans cette guerre? Évidemment. Si vous voulez, jusqu'à présent, on a l'impression que les pays africains attendaient tout de la France. Je me souviens d'une rencontre au Sénégal avec le Premier ministre sénégalais qui me disait « Mais aidez-nous, nous sommes très inquiets, la France doit se renforcer au Mali. » Mais malheureusement, aussi grand et aussi beau que soit notre pays, nous n'avons pas le pouvoir de tout faire, encore une fois, sur une zone qui est aussi grande que l'Europe. Il faut que les pays africains se mobilisent. Et en plus, moi, je suis aussi un petit peu agacée de voir qu'au Mali, par exemple, il y a des voix qui commencent à se lever contre la France en disant que, encore une fois, on va nous parler de néocolonialisme, ce qui est complètement aberrant. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'aller au Mali et certainement pas avec le prix considérable que nous avons payé, avec 31 soldats déjà morts depuis le début de l'opération. Tout le monde a en tête ces très jeunes tués pour leur service à la liberté et à notre pays. Nous n'avons pas demandé à aller au Mali, c'est le Mali qui nous a demandé d'y aller, mais il faut que ces pays aussi assument leurs responsabilités et fassent davantage d'efforts. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Qu'heureusement que la France est là, parce qu'à l'heure où on se parle, personne ne peut remplacer Barkhane? Absolument. Absolument, si la France n'était pas là, il est évident que le Mali serait déjà devenu un califat. Mais il faut aussi que les Européens, et moi je m'emploie à dire au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, que nos alliés doivent nous aider dans cette zone-là. De quelle manière? Financièrement ou en nous aidant au sol? Les deux. Les deux, il est important de concentrer, de consacrer des moyens sur cette zone-là. Vous savez, au sein de l'OTAN,
l'OTAN, on a toujours vu l'ennemi comme venant de l'Est. Et effectivement, les États baltes, les États d'Europe de l'Est sont très inquiets de ce qui se passe à leurs frontières. Ils sont inquiets de voir ces cyberattaques, ces infox, et ils veulent aussi réagir. C'est leur préoccupation première. Mais il faut rééquilibrer l'OTAN pour qu'il y ait aussi ce travail qui soit fait au sud de la Méditerranée, en Afrique subsaharienne. Alors justement, puisque vous parlez de l'OTAN, est-ce que selon vous, l'OTAN vit sa plus grande crise depuis 70 ans aujourd'hui ? Écoutez, l'OTAN, pendant 70 ans, a été un facteur de paix indéniable. Aucun de nos pays membres n'a subi d'attaque. On voit bien que par contre, les agressions en Ukraine et en Géorgie montrent aussi l'utilité de l'OTAN. Sa plus grande crise, peut-être pas. C'est vrai que le président Macron a eu des mots très durs que je réprouve parce que j'estime qu'il faut respecter nos partenaires. Quand il dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale, vous réprouvez ces mots ? Certainement pas. Alors je sais qu'il a voulu bien évidemment secouer les membres de l'OTAN parce qu'il était exaspéré bien sûr par le fait que l'OTAN ne nous aide pas davantage. Il y a eu ce problème avec la Turquie, parce qu'effectivement, l'attaque de la Turquie contre les Kurdes, qui étaient nos alliés dans la lutte contre Daesh, est inadmissible, inacceptable, mais je pense qu'on ne doit jamais insulter quelqu'un. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut faire passer des messages, mais là, vraiment, ces propos ont été très mal vécus par nos partenaires. Puisque vous parlez de nos alliés, est-ce qu'on peut encore compter sur nos alliés au sein de l'OTAN ? On pense notamment aux États-Unis, à la Turquie, que vous venez de citer. De toute façon, nous n'avons pas le choix. La Turquie est membre de l'OTAN, mais nous nous interrogeons sur son attitude, en particulier son achat des S-400 russes. C'est une vraie interrogation. Et c'est un problème difficile, nous savons, mais ce n'est pas lié seulement à Trump. Déjà, Obama avait parlé de ce pivot vers l'Asie, de la nécessité de se tourner vers l'Asie et que les Européens prennent en main eux-mêmes leur défense. Ils n'ont pas tort. Moi, je milite depuis des années pour une autonomie stratégique européenne, mais il est évident qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens, que la part du PIB réservée à la défense dans les pays européens est trop insuffisante. Nous devons renforcer nos efforts de défense et c'est vrai que nous avons des pays qui ne perçoivent pas la menace autant que nous la percevons et qui préfèrent utiliser leur PIB à d'autres sujets. Alors la France a renforcé sa part du PIB dans la loi de programmation militaire. Pour vous, c'est suffisant ou il en faut encore plus ? Il en faudra encore plus. Bien évidemment, mais la France a été assez exemplaire dans le domaine. Nous nous sommes beaucoup battus au sein de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense notamment pour aider nos soldats, notre armée, parce qu'ils ont besoin de moyens et c'est leur sécurité qui est en jeu. On va parler de la Russie, un dernier mot. Est-ce qu'il faut garder le cap d'un dialogue avec la Russie comme semble prôner Emmanuel Macron ? Alors là aussi, le dialogue avec la Russie me semble essentiel. J'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises à la tribune du Sénat depuis des années, au moment des sanctions aussi. Nous avons besoin de travailler avec la Russie et je pense en particulier pour les liaisons avec la Syrie, c'est très important. Mais il ne faut pas être naïf. On voit bien que la Russie est en train de s'implanter partout, et notamment en Afrique, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. Certes, la Russie a une relation ancienne avec l'Afrique. Elle a par exemple accueilli pendant très longtemps des étudiants africains ou du Moyen-Orient dans ses universités, donc elle peut s'appuyer sur certains relais russophones. Mais quand vous dites qu'il ne faut pas être naïf, vous pensez qu'Emmanuel Macron est naïf sur ce sujet ou c'est pas lui qui non, je ne l'accuserai pas de naïveté, certainement pas. Non, mais je pense à l'opinion générale qui est en train de dire, je l'entends un peu partout, je le lis sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'on retravaille avec la Russie. Oui, mais vous êtes assez alarmiste avec la Russie, vous dites que c'est une grande puissance de déstabilisation de nos démocraties. Mais c'est certain. Bon, alors je suis peut-être influencée parce que j'ai vécu en Europe de l'Est, j'ai étudié à Prague et à Moscou pendant la période du rideau de fer, donc effectivement j'ai des réticences
réticence et je suis très sensible à tout ce que je vois. Mais effectivement, nous avons vu que la Russie essayait de déstabiliser certaines de nos démocraties par des cyberattaques, par des infox gravissimes, et il faut qu'on lutte contre cela en donnant, par exemple, davantage de moyens sur ce sujet-là à la France, à nos médias. Je pense en particulier à France Média Monde, France 24, TV5. C'est extrêmement important. Eh bien, vous nous faites notre transition. Merci beaucoup, Joëlle Garriaud-Mellam. On va justement se pencher sur cette question de l'audiovisuel public, puisque la PDG de France Média Monde était auditionnée au Sénat la semaine dernière. On en parle avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane. Bonjour Joëlle Garriaud-Mellam. Joëlle Garriaud-Mellam, vous êtes donc la rapporteure du budget de France Média Monde. C'est le groupe audiovisuel public composé de France 24 et de RFI. La semaine dernière, le Sénat a donc auditionné sa PDG Marie-Christine Saragosse. Et Alex, cette audition a porté sur la guerre mondiale de l'information. Et oui, on appelle ça le soft power, la manière douce de peser sur la scène internationale via l'information et les médias. Et aujourd'hui, toutes les puissances émergentes, que ce soit la Russie ou la Chine ou le Moyen-Orient, ont développé leur groupe public de médias pour publier des informations qui vont dans leurs intérêts, parfois des fausses informations. Et la France est parfois victime de cette guerre mondiale de l'information avec son groupe audiovisuel extérieur France Média Monde. Et cela va même jusqu'aux cyberattaques. Écoutez le témoignage de la PDG Marie-Christine Saragosse, PDG de France Média Monde. Il y a quelques mois, nous avons subi une cyberattaque sans précédent, avec des pics montant à 400 000 tentatives d'intrusion par jour. Nous avons une cellule de lutte contre les cyberattaques qui a été mobilisée 24 heures sur 24 et qui, pendant qu'elle faisait ça d'ailleurs, retardait d'autres investissements. Donc on a repoussé les attaques, on a été en lien avec l'ANSSI, mais c'est tout le temps qu'on se bat contre ça. Et dans cette guerre de l'information, le Sénat dénonce le manque de moyens accordés au gouvernement à France Média Monde, avec un budget qui baisse depuis plusieurs années. Et ça agace profondément le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Christian Cambon. Écoutez-le. Ce que, évidemment, la Commission n'a cessé de constater, c'est que la faiblesse des moyens que l'État consacre à cette politique est un véritable contresens stratégique. Pour ne prendre qu'un seul exemple, est-ce que le fait de toucher directement dans leurs différentes langues les populations du Sahel ne serait pas la meilleure antidote aux idéologies terroristes ? Et oui, cette guerre de l'information concerne aussi la lutte contre le terrorisme au Sahel, en Afrique de l'Ouest, où France 24 et RFI sont très écoutés. Et le Sénat demande des moyens pour que France Média Monde puisse relever ces défis, à savoir développer les programmes en langue peul et mandingue, former les journalistes locaux à la lutte contre les infox. Et le Sénat souhaite également inscrire cet objectif à l'agenda du sommet G5 Sahel qui était prévu la semaine dernière, mais qui a été reporté au début de l'année prochaine à cause d'une attaque au Niger la semaine dernière qui a fait 71 morts. Merci beaucoup Alex. Trop peu de moyens sont déduits à l'audiovisuel public et particulièrement en France Média Monde pour vous ? Absolument. Vous savez, avec mon collègue co-rapporteur Raymond Vall, c'est ce que nous disons depuis des années. Cela fait des années que chaque fois, à chaque examen du budget, on enlève de l'argent à France Média Monde. Et c'est vrai que c'est une très grosse inquiétude parce que d'après le programme comme objectifs et moyens, on se rend compte que les objectifs sont là. Les objectifs sont accomplis par France Média Monde et TV5 Monde qui font des efforts considérables avec des moyens extrêmement limités, mais ces moyens sont en diminution permanente, alors que oui, cela a été dit, nous le répétons, nous vivons une véritable guerre de l'information qui a un niveau très important et nous avons besoin de lutter. Alors, ce manque de moyens, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la France, du coup, selon vous ? Alors déjà, tous les autres médias, que ce soit la BBC, que ce soit la Deutsche Welle, qui n'existait quasiment pas et qui a un budget 2 fois supérieur à celui de France Média Monde, se développent, mais surtout aussi les chaînes concurrentes, que ce soit nos partenaires, j'allais dire plutôt nos rivaux en Russie ou les chaînes arabes qui se développent avec des messages qui ne sont pas toujours les messages pour la paix que nous souhaiterions entendre. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Et c'est aujourd'hui que tout se joue. Et chaque fois, on nous diminue nos moyens et nous avons une autre inquiétude, c'est que nous allons avoir les chaînes réunies au sein d'un holding avec 13 membres du conseil d'administration
un seul viendra du ministère des Affaires étrangères et nous avons très peur que lorsqu'il s'agira de distribuer les fonds, l'audiovisuel extérieur français ne pèse pas lourd face aux grandes chaînes nationales. Un dernier mot sur ce sujet. On a entendu Marie-Christine Saragosse, lors de son audition, révéler que son groupe avait été victime d'une cyberattaque sans précédent. Ces médias sont une cible ? Mais évidemment, c'est même la première cible. Et ça fait des années que cela se passe. Alors Marie-Christine Saragosse a même fait beaucoup de prévention. Vous savez, je préside une commission parlementaire à l'OTAN. Et les membres de ma commission sont venus à Paris et nous avons justement travaillé sur ces questions-là. Et nous avons aussi auditionné Marie-Christine Saragosse, qui fait un travail absolument extraordinaire, mais avec peu de moyens. Vous me posiez la question des conséquences. France Médias Monde est obligée, du fait de ce manque de financement, de réduire sa diffusion. C'est dramatique. On va perdre des dizaines de millions d'auditeurs parce qu'on va devoir fermer des zones de diffusion. Et une fois que vous fermez, c'est très difficile de rattraper et les autres chaînes s'engouffrent dans ce vide-là. Donc nous devons absolument sauver, développer cette chaîne qui est remarquable par sa qualité de l'information, mais nous devons l'aider avec des moyens adaptés à la mesure des enjeux. C'est important pour notre rayonnement culturel et linguistique, mais c'est aussi important pour nos valeurs de démocratie et de paix. Et votre message est passé. On va maintenant regarder ensemble ce qu'il y a à la une des journaux du jour. Joël Garriaud-Maylam, mais c'est avec Alex Poussard qui revient. Revue de presse nationale ce matin, Alex, et on commence avec le Figaro. Et international Et aussi, international pour finir. Et oui, et le Figaro qui titre sur la poursuite de la grève contre la réforme des retraites, avec une question qui se pose: les grèves et les blocages vont-ils se poursuivre pendant les fêtes de Noël? Et dans son éditorial, Yves Tréhard rappelle que 55% des Français sont opposés à une poursuite de la grève pendant les fêtes de Noël, période où les familles peuvent se rassembler. Et ce sera l'un des enjeux de la bataille de l'opinion autour de cette réforme. On enchaîne avec Libération. Libération qui revient également sur cette deuxième semaine de grève qui se poursuit à plein régime contre la réforme des retraites. Et dans son éditorial, cette fois-ci, Christophe Israël insiste sur la galère des Français bloqués dans les transports en commun. Alors la première semaine, ça allait, il y avait encore de l'énergie, les premières solutions alternatives, le télétravail, le covoiturage. Mais la deuxième semaine, eh bien, l'exaspération et la fatigue pourraient se révéler chez les Français et faire se retourner l'opinion contre les syndicats. La grève à la une du Parisien encore. Et oui, et justement, les syndicats qui jouent gros dans cette deuxième semaine de grève, avec en figure de proue de cette mobilisation, eh bien, Laurent Berger, patron de la CFDT, Philippe Martinez, patron de la CGT. Et l'éditorial du Parisien rappelle qu'il y a un an, eh bien, les syndicats étaient complètement éclipsés par le mouvement des Gilets jaunes, avec en tête des figures comme Éric Drouet, Maxime Nicole, Flyrider. Et maintenant, les syndicats ont repris la main cette année, mais il y a vraiment un enjeu et ils n'ont pas d'erreur à faire dans cette mobilisation. Et on termine, vous le disiez, avec l'international, puisque Joël Garriaud-Maylam, vous représentez les Français établis hors de France. Et oui, on va faire un tour en Grande-Bretagne avec cette une de Courrier international qui, à l'occasion des élections législatives britanniques, a voulu se mettre dans la tête des Anglais, avec un Brexit qui a vraiment divisé l'identité britannique, avec d'un côté l'Angleterre et de l'autre les petites nations, l'Irlande et l'Écosse, qui sont plutôt pro-européennes, avec dans un contexte des institutions et une monarchie qui sont à bout de souffle. Et voilà, merci beaucoup Alex pour cette revue de presse. Vous qui habitez au Royaume-Uni, Joël Garriaud-Maylam, Boris Johnson qui a remporté la majorité absolue, est-ce que désormais on y voit plus clair sur ce Brexit? Certainement. Si vous voulez, ça fait 3 ans que nous étions dans l'incertitude totale. Beaucoup de personnes espéraient un deuxième référendum, espéraient que cela changerait la donne, mais il y avait véritablement une exaspération chez les Britanniques. Alors, cela a paradoxalement été positif pour l'Europe, parce que je crois qu'on n'a jamais vu autant de drapeaux européens sur le sol britannique, et cela a entraîné beaucoup de débats. Et je pense qu'aujourd'hui, les Britanniques connaissent mieux ce qu'est l'Europe, ce qu'elle veut dire, parce que les journaux britanniques n'ont jamais été europhiles. Il y avait tendance, eux aussi, à diffuser des infox au sujet de l'Union européenne. Mais d'un autre côté, les Britanniques en avaient
assez de cette espèce de division, de ces débats incessants. Et vous savez, même des personnes importantes qui étaient en faveur du Remain me disaient « mais on n'en peut plus, on veut sortir de cette situation ». L'image de la Grande-Bretagne avait été terriblement émoussée et je crois que les Britanniques avaient envie d'un certain leadership et Boris Johnson est devenu, parce qu'il est aussi populiste, le leader qui allait les sortir de cette situation. Mais cela va entraîner bien sûr d'autres problèmes, parce qu'il y a la question de l'Irlande, mais aussi de l'Écosse. Et rapidement, vous êtes inquiète pour l'unité du Royaume-Uni ? Oui, en particulier avec l'Écosse, qui avait déjà eu de fortes velléités du référendum. J'avais d'ailleurs couvert le processus pour la Commission des Affaires européennes du Sénat. Et il était déjà très clair que si jamais le résultat du référendum de 2016 entraînait une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, il y aurait un deuxième référendum. Et ça a été annoncé par Nicola Sturgeon et le référendum devrait donc avoir lieu avec des conséquences potentiellement graves pour l'unité du Royaume. Et on suivra tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Vous le savez, dans cette émission, on se rend dans les territoires. Aujourd'hui, on va se rendre en Dordogne, parler d'un projet de contournement routier, c'est celui de Benac. 30 ans de bras de fer entre les écologistes et les défenseurs du projet. La semaine dernière, le projet a été annulé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. On va retrouver en Dordogne, à Castelnau-la-Chapelle, le président du département, Germinal Perrault. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'un des fervents défenseurs de ce projet de contournement. La justice l'a donc annulé au motif qu'il ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. Pourquoi ce projet vous semblait nécessaire et quelle est votre réaction suite à cette annulation ? Alors d'abord, la procédure judiciaire n'est pas terminée. Puisque aujourd'hui on a perdu un appel, c'est l'État qui a perdu d'ailleurs, puisque c'est l'État qui est condamné dans cette affaire, c'est l'arrêté de la préfète de la Dordogne qui est condamné. Nous, on espère que le Conseil d'État va remettre les choses à l'endroit. Je suis le 4e président dans ce département à défendre le projet de contournement d'un village, qui est un très beau village, c'est un des plus beaux villages de France, et ça pour au moins 3 raisons. D'abord, une raison de fluidité de la circulation. C'est le seul endroit sur 200 km de la vallée de la Dordogne, entre Souillac, Sarlat, Bergerac et Bordeaux, où 2 camions ne peuvent pas se croiser, ce qui ne manque pas de poser des problèmes. Ensuite, des questions de protection de ce village. Il n'est pas normal qu'un des plus beaux villages de France soit pollué tous les jours par des milliers de voitures et par des centaines de camions. Enfin, pour des raisons tout simplement de sécurité, l'État lui-même a classé toutes les falaises de ce village en zone rouge et on voit bien que les falaises de temps en temps elles tombent. D'ailleurs, un morceau est tombé la semaine dernière et aujourd'hui, du fait du danger des falaises et du fait du danger de croisement, on sait qu'on ne pourra pas évacuer des gens pris dans un autocar. Donc voilà les raisons de fluidité de la circulation, des raisons de protection de l'environnement et du patrimoine et des raisons de sécurité. Alors, la justice a demandé au département de démolir les éléments déjà construits et de remettre en l'état le site. Vous nous dites que ce n'est pas fini, que la procédure judiciaire est encore en cours. Est-ce que, du coup, vous allez procéder à la démolition de ces éléments ou vous attendez la suite de la procédure ? Écoutez, vous savez, démolir, c'est la plus mauvaise des solutions. C'est aujourd'hui porter atteinte à l'environnement. Démolir, c'est plus grave par rapport à l'environnement que de terminer le projet. Démolir, c'est ne pas résoudre les problèmes dont je viens de vous parler, et notamment la sécurité des habitants de cette vallée. Et démolir, c'est surtout gaspiller l'argent public. Le département a déjà engagé 27 millions d'euros dans cette affaire. Il en faut plus de 15 pour démolir. C'est plus de 40 millions d'euros qu'on risque de jeter à la rivière pour rien. Donc démolir n'a strictement aucun sens aujourd'hui. Et je vous le dis, je fais confiance au Conseil d'État pour remettre les choses à l'endroit parce qu'on a l'impression que la République marche sur la tête. Ce que le département a fait, il l'a fait avec toutes les autorisations des services de l'État, des services du ministère de l'Environnement, de la Commission nationale de protection de la nature, des services du ministère de la Culture, des architectes des bâtiments de France, de toutes les commissions nationales et départementales concernées. Il l'a fait parce que la préfète de la Dordogne a pris un arrêté. Il a fait les travaux parce que le Premier ministre de la France, M. Édouard Philippe, m'a écrit au mois de mars 2018 pour dire tout l'intérêt du projet et le fait qu'on pouvait engager les travaux. Le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, est venu en juillet 2018 en Dordogne et il a dit lors du repas républicain
vous aviez un problème de contournement de bourg dans ce département, il va se régler, j'en suis heureux. Voilà où on en est. Et voilà pourquoi les travaux ont démarré et pourquoi nous allons nous accrocher jusqu'au bout pour qu'ils soient terminés. Merci beaucoup, merci Germinal Perrault d'avoir été en direct avec nous ce matin. Plaisir. On suivra bien sûr ce projet, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Merci d'avoir été en direct, merci Joëlle Garriaud-Mellam d'avoir été avec nous également. L'invité politique dans 2 minutes, c'est Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait de Parlement Hebdo, l'émission qui résume la semaine parlementaire. Cette semaine, l'invité était le sénateur Jérôme Bignon. Il est revenu sur la réforme des retraites. On regarde. Il y a 40 ans, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Dans l'Europe entière, tous les pays équivalents aux nôtres, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Suède, des pays qui ont des niveaux de vie équivalents aux nôtres, ils travaillent tous 2, 3, 4 ans de plus que nous parfois. Donc, on ne peut pas... sans faire un effort financier tous. Alors, le problème, c'est que cet effort soit partagé. Et ce que vous dites, c'est donc que cet âge d'équilibre, c'est la promesse pour tout le monde de travailler plus longtemps et donc de cotiser plus longtemps pour financer ce régime des retraites qui... Je le crains. En déficit grave. Je regrette beaucoup pour les gens qui soient obligés de travailler plus longtemps. Mais enfin, c'est pas un bagne de... Il y a des gens pour qui c'est dur. Et à ce moment-là, il faut envisager, comme le gouvernement l'a fait, de revoir les clauses de pénibilité, avoir un bonus pour les carrières longues, pouvoir partir en cas de difficultés de santé, aider les femmes qui ont des carrières hachées, etc. Donc tout ça, c'est pris en compte, mais c'est un peu oublié dans le débat. Mais du coup, ça met les syndicats réformistes dans la rue. Alors, pour vous, oui, on est donc dans une situation de blocage total. Alors, qui est aujourd'hui responsable de cette situation pour vous? Ce sont les syndicats ou c'est aussi le gouvernement qui a voulu vraiment avancer Si le débat était facile, ça se saurait. Donc on n'a pas fait... Vous avez évoqué le fait que j'étais parlementaire depuis assez longtemps. Oui. J'ai connu quelques... j'étais là en 95. J'étais là sous la réforme Fillon, sous la réforme Sarkozy, etc. Donc je n'ai pas de souvenir formidable de ces périodes. On marche beaucoup à Paris. Voilà, c'est très difficile. Puis on finit toujours par trouver des accommodements parce que les Français sont bagarreurs mais sont intelligents. Et là, justement, comment vous voyez la sortie de l'impasse? Pour l'instant, c'est bloqué. Il faut bien reprendre les négociations. Comment vous voyez l'issue? Tout le monde va faire un effort puisque tout est négociable. Le ministre de l'économie a dit il y a un instant à votre antenne que finalement, si les syndicats avaient d'autres solutions à proposer, le gouvernement était à l'écoute pour aller dans leur sens. Il ne faut pas leurrer les Français sur le problème de l'âge pivot parce que c'est un problème qui est inéluctable. Il faut que les gens regardent les choses en face. Il y a une évolution sociétale qui fait qu'il faut la prendre en compte. Sans ça, on ne pourra pas assumer le paiement. Notre invité politique ce matin, c'est Cédric O. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État chargé du numérique. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. On va commencer bien sûr en parlant de cette réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites, dans la tourmente suite aux nombreuses omissions sur sa déclaration d'intérêt. Est-ce qu'il peut rester au gouvernement dans ces conditions? Alors oui, je crois que le Premier ministre vendredi a été clair. Dans cette affaire, je pense qu'il faut différencier la forme et le fond. Sur la forme, et je ne vais pas vous dire le contraire, c'est très regrettable. Sur le fond, si on regarde de quoi on parle, d'abord, il n'y a jamais eu de dissimulation de Jean-Paul Delevoye. Il a fait toute la lumière sur ce qu'il avait oublié de déclarer. Dans l'ensemble, les postes ne posent pas de problème. Quand on parle d'un dirigeant bénévole de la fondation du mécénat de la SNCF, ça ne pose pas de problème. Et par ailleurs, ce qu'il devait rembourser, il l'a tout de suite remboursé. Alors, il n'y avait pas que du bénévolat. Hein. Non, il y a aussi une fonction qui est contraire à la Constitution. Il a eu, avec un peu de légèreté, oublié il l'a déclaré, ce qui montre qu'il ne voulait pas le cacher. Mais il a continué à toucher ses salaires. Il les a intégralement remboursés. Bon, maintenant, je pense qu'il faut se tourner vers cette semaine qui est importante pour la réforme des retraites. Mais pour vous, cette affaire est derrière vous? C'est derrière le gouvernement? Ça n'affaiblit pas le gouvernement, cette affaire Delevoye? Alors, je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, c'est regrettable, ça met de la confusion dans l'esprit des gens. Maintenant, je pense que c'est au regard de l'enjeu de la réforme des retraites, du système universel et de ce qui va structurer une partie de l'économie et de la société française pour les 30-40 prochaines années, c'est assez minime. Maintenant, je vous concède que c'est regrettable. Oui,
Alors, les Français attendent depuis le début de la clarté là-dessus. Quand est-ce que vous leur mettez à disposition un simulateur numérique? Là, tout le monde fait ses petits calculs dans son coin. Les mères de famille disent « moi, je vais devoir travailler 2 ans de plus », qui sont nés entre 65 et 75. Les autres ne savent pas où ils vont. Quand est-ce que vous nous donnez ces informations pratiques et précises? Alors déjà, en règle générale, il y a 3 publics qui sont gagnants dans le système universel, en tout cas qui sont les vrais bénéficiaires, qui sont les toutes petites retraites, c'est ceux qui gagnent aujourd'hui, qui vont gagner moins de 1 000 euros, les femmes, très largement bénéficiaires du nouveau système, et puis les personnes qui ont eu des carrières hachées. Ce qu'a dit le Premier ministre et ce qu'a apprécié le Président, c'est qu'il y aura cette semaine un certain nombre de cas types qui seront mis sur la table en expliquant, je ne sais pas, un enseignant avec 2 enfants qui a 43 ans et qui a tel type de parcours, qui est allé dans le privé, dans le public, et que pour avoir un vrai simulateur, il faudra attendre un peu plus longtemps, puisque d'abord il faut préciser l'ensemble des conditions. Il y a un certain nombre de négociations qui sont en cours avec les enseignants, par exemple, et que ça devrait être au début de l'année 2020. Mais surtout, il ne faut pas mentir aux gens. Il faut que quand on leur met sous les yeux une simulation de leur situation particulière, il faut vraiment que ce soit précis et que ça ne soit pas démenti par la suite. Et donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps, parce qu'il y a des précisions à apporter. Mais parce que concrètement, vous n'êtes pas encore en mesure de faire cette simulation de manière claire et précise. Mais dans les faits, non, puisqu'il y a un certain nombre de négociations avec les branches, y compris dans la vitesse de la transition. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, dans un cas précis, ce qu'il en sera. On a des grandes idées, mais pas de cas précis à ce stade. Mais est-ce que ça ne renforce pas l'idée qu'il y a du flou sur cette réforme des retraites? Alors, je pense que, en l'espèce, on mettra un certain nombre de cas types sur la table cette semaine. Grosso modo, les grands paramètres sont connus. Donc, on a dit système universel, retraite minimum, cotisation dès le premier euro, alors que ce n'était pas le cas jusqu'ici, ce qui fait un système qui, dans l'ensemble, est peut-être beaucoup plus redistributeur que celui qu'il y avait jusqu'ici. Et donc un système qui va vers de la justice sociale et vers plus d'équité. En l'espèce, pour les cas types, il faudra attendre le début de l'année 2020. Alors, en attendant, il y a toujours des grèves, des blocages dans le pays, des difficultés de transport. On est à 10 jours de Noël, ça a aussi un impact sur l'économie, sur les commerçants. Est-ce que finalement, ce n'est pas Amazon qui va sortir grand gagnant de ces grèves à quelques jours de Noël? Alors, ce syndrome de blocage, il est très francilien. Je pense qu'il faut d'abord le dire parce que le blocage est beaucoup moins important en province. Donc il y a un sujet sur la région francilienne. Est-ce que Amazon ou le e-commerce en règle générale, il y a des acteurs français comme Cdiscount ou ManoMano qui... Bon, je pense que la période est vraiment très resserrée. Il faut faire en sorte que les commerçants, cette période, soit le moins difficile possible pour eux. Et d'ailleurs, le gouvernement a introduit un certain nombre de mesures comme l'étalement des charges fiscales et sociales. Je ne suis pas certain que le e-commerce soit le grand gagnant. On a quelques jours sur lesquels la grève est concentrée. C'est que la région parisienne. Il faut faire en sorte que tout l'impact soit le moins grand possible. Vous avez arrivé à le chiffrer, l'impact, ou à c'est ce trop stade, tôt? non, c'est difficile, c'est trop tôt. À propos d'Amazon, votre prédécesseur, Mounir Mahjoubi, dit que chaque fois qu'ils ouvrent un entrepôt, ils détruisent 2,2 emplois à peu près dans le commerce de proximité. Vous êtes d'accord avec ce constat? Et en plus, ils ne paient pas d'impôts. Donc, comment voulez-vous faire pour attraper cela? Alors, sur les impôts, on aurait noté qu'on a introduit une taxe qui doit faire en sorte de remettre les choses à plat. Ça, c'est la première chose. Sur la deuxième chose, d'abord, les chiffres sont controversés. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas Amazon qui décide que les Français vont acheter sur Internet. C'est une tendance de société qui bouleverse la manière dont on consomme, mais ce n'est pas eux qui décident. Et d'ailleurs, ce n'est pas que Amazon, c'est le e-commerce en général, et il y a des acteurs français. Donc il faut faire en sorte, ce que fait le gouvernement avec son plan, notamment pour les centres-bourgs et les centres-villes, de faire en sorte d'aider plus les petits commerçants du centre-ville, de faire en sorte qu'ils puissent se transformer et affronter cette nouvelle concurrence. Mais encore une fois, c'est ni Amazon, ni Cdiscount, ni ManoMano qui décident à l'instant T. Il faut changer de mentalité. Il faut que les Français soient conscients des conséquences de ce qu'ils font, c'est-à-dire quand ils achètent en ligne, effectivement, ça profite et ça nuit au petit commerce, mais ça, c'est une tendance sociétale dans laquelle ni Amazon ni Cdiscount n'est responsable. Est-ce que vous comprenez ces maires qui ne veulent pas qu'Amazon s'installe sur leur commune? Je le comprends. Après, en l'espèce, quand Amazon s'installe sur une commune, il sert tout un bassin d'emploi. Donc, qu'Amazon soit dans votre commune ou dans la commune d'à côté, la conséquence sur la livraison dans le bassin d'emploi ou dans la région est exactement la même. Faut-il taxer les robots? Ils utilisent beaucoup de robots pour la manutention, pour la préparation des commandes. Faut-il taxer les robots ou alors faire comme certains le proposent, qu'ils financent nos retraites? Je pense que taxer les robots
est une idée qui est un non-sens. Parce que je pense que la question de l'économie française, c'est de savoir si elle est au niveau de la compétition mondiale. Les Allemands ont 6 fois plus de robots, ils sont en plein emploi, alors que nous, on a entre 7 et 8% de chômage. Et donc, ça serait totalement contre-productif, puisque ça reviendrait à faire en sorte que nos entreprises soient moins compétitives, et que donc on exporte moins, et que donc on vende moins, et que donc on crée moins de richesse. Ce que je pense, c'est qu'il faut faire en sorte d'aider nos entreprises à se transformer, d'aider nos entreprises à investir, de faire en sorte qu'on puisse former les gens pour qu'ils affrontent cette nouvelle transformation, et que la France, elle soit un acteur de cette compétition mondiale et qu'elle ne le subisse pas. Mais taxer les robots, je pense que c'est une idée qui n'a aucun sens. Allez, on va passer à un autre sujet, c'est la loi Avia, la loi qui vise à lutter contre les propos haineux sur Internet. Elle est examinée cette semaine au Sénat. Les sénateurs en ont supprimé la principale disposition, l'obligation pour les plateformes de retirer les contenus illicites dans les 24 heures sous peine de sanctions. Ils ont supprimé cette référence aux 24 heures. Ils craignent les conséquences sur la liberté d'expression. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes du Sénat ? Alors, d'abord, la principale disposition de la loi, c'est pas les 24 heures, c'est le nouveau système de modération et de contrôle des contenus qui est mis en place par la loi qui est dans l'article 2. Et d'ailleurs, je note que les sénateurs, dans leur communiqué, ont salué ce nouveau système de régulation qui est mis en place. Et je pense que c'est indispensable parce que l'urgence, c'est de faire en sorte de réduire la haine en ligne, parce qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment dans un problème de santé publique. Ensuite, on a un certain nombre de débats avec les sénateurs. Ils ont introduit beaucoup d'amendements. On va dire qu'aux 3/4, ils viennent renforcer ou préciser le texte, donc nous n'avons pas de problème. Nous avons quelques débats. Pas des moindres. Le premier, c'est sur cette règle de 24 heures, qui pour nous est une boussole, n'a pas vocation à être appliquée systématiquement. C'est-à-dire que ce que nous disons, c'est que les réseaux sociaux doivent se doter d'un système de modération qui leur permet de retirer les contenus en 24 heures, en règle générale. Ils ne les attraperont pas tous, c'est impossible, c'est techniquement et humainement impossible, mais ils doivent être au niveau de l'enjeu. Les sénateurs estiment que cette règle risque d'aboutir à un surretrait, ce qui n'est pas notre estimation. On va avoir une discussion dans l'hémicycle. J'ai bon espoir que ce soit ici ou plus tard en commission mixte paritaire, on trouve un point d'équilibre qui permette à la fois de rassurer les sénateurs, c'est important, il faut trouver cette ligne de crête entre liberté d'expression et protection des Français, mais il faut protéger les Français. Et donc j'espère qu'avec la discussion dans l'hémicycle, on saura préciser les choses pour rassurer les sénateurs et assurer cette protection. Mais comment vous pouvez garantir que les plateformes ne vont pas aller trop loin ? Vous parlez de surretrait et retirer des contenus qui pourraient s'avérer licites. C'est pour ça que nous, on dit que le cœur, et c'est ce que dit la loi, le cœur de la proposition, c'est qu'ils doivent se doter d'un système efficace de modération des contenus sous la supervision du CSA, qui vérifiera qu'ils le font avec efficacité, mais avec mesure. La sanction pénale, c'est la bonne solution en cas d'infraction ? Alors, la sanction pénale, elle existait déjà dans la loi dite LCEN, oui. Donc on ne l'a pas changée, mais la vraie sanction qui va conduire à l'effectivité de cette loi, c'est le fait que s'ils n'ont pas ce système de modération, la sanction peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Et donc, on est en droit d'estimer que cela les conduira à se conformer à la loi. Est-ce qu'on n'est pas en train de confier la modération du contenu des réseaux sociaux à des entreprises privées, finalement ? Non, puisqu'en fait, on les supervise. L'État ne pourrait pas superviser les milliards de contenus, et d'ailleurs ce serait une mauvaise chose, parce que ça poserait d'autres questions que ce soit l'État qui vérifie ce que vous publiez sur Internet. Donc on leur dit, vous devez le faire, et nous on vous supervise, et c'est un superviseur indépendant, le CSA, qui vérifie que vous le faites avec efficacité, mais avec mesure. Bruno Retailleau a eu cette phrase, pas question de confier la police de notre liberté d'expression aux GAFA. Qu'est-ce que vous dites ? Non, mais il faut que Bruno Retailleau lise les textes qui arrivent au Sénat plutôt que de faire de la politique politicienne. Parce que j'ai bien entendu ce qu'il a dit, mais vraisemblablement, il n'a pas très bien lu la loi, puisque dans le communiqué même de la commission, et des commissions d'ailleurs, qui ont étudié le texte, qui sont des commissions présidées par des gens de son propre parti, il salue le nouveau système de régulation. Donc je ne vais pas répondre à Bruno Retailleau, il faut d'abord qu'il lise la loi. Alors, on va toujours parler des GAFA, Google, Amazon, Facebook. Et la taxe que vous voulez instaurer de 3%, dont elle paraît logique, hein, puisqu'il faut expliquer aux téléspectateurs qu'ils s'installent dans des paradis fiscaux pour payer moins d'impôts, sauf que ça crée une bataille commerciale avec les États-Unis. Pensez-vous trouver un terrain d'entente ? Alors, nous l'espérons. Les États-Unis ont effectivement mis sur la table un certain nombre de sanctions il y a 15 jours. Ça ouvre une période de 30 jours de discussion. Ce que nous pensons d'abord, ce ne sont pas des manières de se comporter entre alliés. La taxe française, elle est à la fois légitime et légale au regard des conventions fiscales entre nos deux pays. Il reste encore 15 jours pour atterrir. Nous, notre priorité, c'est de faire en sorte de trouver une solution à l'OCDE, parce qu'on voit bien que c'est un problème mondial et qu'il faut donc trouver une solution mondiale. Nous espérons que les États-Unis vont revenir à la raison. Mais vu l'attitude des États-Unis sur la taxe GAFA, vous y croyez à une solution mondiale ?
Vous pensez vraiment que les États-Unis vont signer un accord mondial sur la régulation de la fiscalité? D'abord, il y avait un accord entre le président Trump et le président Macron pour faire en sorte qu'on ait cette taxation mondiale. Jusqu'ici, nous avions bien travaillé. L'OCDE a mis sur la table un certain nombre de propositions qui semblaient assez consensuelles. Les États-Unis ont réaffirmé leur attachement à trouver un accord au niveau de l'OCDE. Maintenant, les choses sont très claires. Si nous n'arrivons pas à progresser au niveau de l'OCDE, d'abord, la taxe française s'applique quoi qu'il en soit, et ensuite, nous trouverons une solution au niveau européen. C'est ce qu'a répété la présidente von der Leyen il y a quelques jours. Et elle parle de riposte forte de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça peut être comme riposte? J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais si les États-Unis devraient prendre un certain nombre de sanctions, l'Union européenne a déjà dit qu'elle serait derrière la France. J'espère que nous ne rentrerons pas dans un cycle de sanctions et contre-sanctions. Mais en l'espèce, la France et l'Union européenne sont souverains et donc ils appliquent la fiscalité qu'ils décident dans le respect des règles internationales. Allez, puisqu'on parle de numérique, de réseaux sociaux, de régulation, on va écouter Jean-Pierre Grand. C'est le sénateur de l'Hérault. Lui, il voulait punir de 15 000 € d'amende la diffusion de photos ou de vidéos de forces de l'ordre. Il invoquait leur sécurité. Alors on précise que la mesure n'est pas finalement dans la loi Avia. Elle a été jugée irrecevable en commission, mais il a quand même une question à vous poser. On va l'écouter. On observe, et c'est tout à fait nouveau, une violence jamais connue contre les forces de l'ordre. Et ça nous interpelle. Et ce qui nous interpelle aussi, c'est de savoir, puisque les policiers, les gendarmes nous le disent, qu'ils sont harcelés jusque chez eux. On les menace, on menace leur famille, leurs enfants. Alors ça, naturellement, ce n'est plus acceptable. Et ça part de quoi? Ça part que des personnes les ont vus à la télévision, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont vu leur visage et naturellement, ils les ont identifiés. Mais aujourd'hui, je pose la question. Comment protéger les policiers dès lors qu'ils sont reconnus par des voyous, par des voyous, qui ensuite s'en prennent à eux et à leur famille? Qu'est-ce que vous lui répondez, Cédrico? Comment on protège les policiers, les forces de l'ordre, dont l'image est finalement maintenant publique, diffusée sur les réseaux sociaux en tout cas? Bon, alors je pense que la première chose, c'est effectivement, il faut qu'on protège nos forces de l'ordre qui sont devenues une cible par un certain nombre de personnes qui les voient sur les réseaux sociaux. Puis dans les cadres des attentats terroristes, on a vu que les forces de l'ordre, dernièrement, étaient devenues une cible particulière, que ce soit à Magnanville d'ailleurs, ou à la préfecture de police. En l'espèce, il y a une disposition dans la loi Avia qui permet d'augmenter l'efficacité de la justice. Parce que ce soit forces de l'ordre, pompiers ou tout un chacun aujourd'hui sur Internet, le problème c'est qu'on peut vous insulter, vous menacer de mort ou faire des choses illégales, rien ne vous arrivera ou quasiment rien. Parce que notre justice n'a pas su s'adapter à la viralité et à la masse des contenus sur Internet. Ce qui est prévu dans la loi Avia, c'est un certain nombre de points, notamment la centralisation, la création d'un parquet judiciaire, d'un parquet numérique, pardon, qui permettra d'augmenter l'efficacité de la justice. Mais le fond du sujet, c'est ça. C'est de faire en sorte que, dès lors que vous fassiez quelque chose qui est illégal sur Internet, et injurier, menacer de mort quelqu'un est illégal, vous ayez une chance raisonnable de terminer devant la justice. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On doit mettre à jour la justice, on doit faire avancer des choses comme la plainte en ligne, parce que si vous êtes insulté en ligne, il faut bien que vous puissiez déclarer le forfait en ligne. Et donc, on a bien ces trois piliers dans l'approche du gouvernement. Améliorer l'efficacité de la justice, faire en sorte que les contenus les plus problématiques soient retirés rapidement, parce que la justice ne peut pas passer en 24 heures ou 48 heures. Puis il y a toute une partie d'éducation, parce que évidemment le fond du problème, c'est aussi de faire en sorte que les gens prennent conscience, que ce soit à l'école ou dans la vraie vie, que insulter, menacer de mort, c'est illégal. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que les gens n'ont même pas conscience que c'est illégal. Donc pour vous, ça passe notamment par un renforcement de la justice. On va parler de la fracture numérique maintenant. Vous dites qu'un Français sur 5 se sent éloigné du numérique. Comment on fait pour éviter cette fracture numérique? Alors, il y a deux choses. Effectivement, ça concerne un Français sur 5. C'est-à-dire qu'il y a 13 millions de Français qui aujourd'hui s'estiment sans aucune compétence numérique. Et donc le monde dans lequel nous vivons, où nous sommes de plus en plus dématérialisés, les services privés, les services publics, tout va sur Internet, et d'une très grande violence sociale. Il faut faire plusieurs choses. La première chose, c'est très lié aux maisons France Service, c'est qu'à minima, il y ait quelqu'un ou un lieu à côté de chez vous où on puisse faire à votre place. C'est-à-dire où, quand vous êtes dans l'urgence pour déclarer vos revenus, pour produire votre attestation de la caisse d'allocation familiale, il y a un endroit où on puisse faire à votre place et où ce soit simple et pas éloigné. Première chose. Et la deuxième chose, c'est ce sur quoi nous travaillons, c'est développer la médiation numérique, c'est-à-dire les endroits où on vous apprend toutes les connaissances de base qui vous permettront d'être autonome, parce que le but, c'est pas qu'on fasse que à votre place, c'est que vous puissiez être autonome. On a lancé une initiative avec 48 collectivités cette année, et on veut faire en sorte de la massifier dès l'année prochaine pour que
à côté de chez vous, vous ayez des gens qui puissent faire à votre place si vous êtes dans l'urgence, mais que vous ayez aussi des lieux où on puisse vous former, et c'est-à-dire vous apprendre à créer une adresse email, à remplir une déclaration de revenus, mais pas que. Demain, ça peut être à gérer votre profil sur les réseaux sociaux parce que vous ne savez pas comment ça marche la vie privée, à rechercher une vidéo, à comprendre pour les parents comment gérer les écrans à l'heure du numérique parce qu'on a aussi des problématiques comme ça. En fait, l'idée, c'est très globalement de faire en sorte de donner aux gens et aux Français en règle générale les armes pour évoluer dans ce monde-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de lieux pour ce faire et qu'on massifie un peu le financement, mais c'est sur quoi nous sommes en train de travailler avec le président. Alors pour résoudre la fracture numérique, encore faut-il que tout le monde ait un accès à Internet, on va dire correct. Vous avez demandé aux opérateurs de déployer et là ils vous disent attention, vous nous faites payer les fréquences de la 5G, on ne peut pas tout faire en même temps. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors d'abord, nous sommes assez confiants sur le rythme de déploiement à la fois de la fibre mais également du réseau mobile. C'est-à-dire que j'étais dans l'Aisne il y a quelques jours et la fibre vient d'arriver. Le rythme de déploiement de la fibre aujourd'hui en France est inconnu nulle part dans le monde. Pour vous donner une idée, on connecte 16 000 maisons par jour. 16 000 maisons par jour. Donc le rythme de déploiement est extrêmement rapide. La deuxième chose, c'est qu'il y a un petit peu de jeu avec les opérateurs dans le cadre des fréquences 5G. Je pense que ça fait partie de la négociation normale entre l'État et des entreprises privées. Je n'ai pas de doute que le rythme de déploiement et de la fibre et du réseau mobile, qui fait qu'en 2022, chaque Français doit avoir un accès à un très bon débit, au réseau à très bon débit. Je pense que ce sera réalisé. Nous sommes assez optimistes sur ce point-là. Après, voilà, il y a une petite négociation en cours avec les opérateurs. Mais est-ce que cette fracture numérique, elle n'est pas en train de créer une fracture sociale entre d'un côté ceux qui ont accès au numérique, qui savent s'en servir, et de l'autre côté les autres? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle vient se surajouter à des fractures qui existent déjà, que ce soit de la fracture territoriale ou de la fracture sociale. Et donc c'est pour ça que moi, c'est ma première priorité de l'année 2020. C'est de faire en sorte que tout le monde soit à bord et tout le monde puisse trouver sa place dans cette révolution du numérique. On ne va pas aller contre, il faut le dire. Donc il faut qu'il y ait toujours quelques voies traverses qui permettent de faire les choses physiquement. Il faut qu'il y ait plus de numéros de téléphone sur les services publics en ligne parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que de ne pas trouver la solution et de ne pas avoir de numéro de téléphone. Mais le plus important, c'est de donner les armes et les clés aux Français pour qu'ils puissent être acteurs et être autonomes dans ce monde numérique. Dernière question, Pascal. Oui, sur la reconnaissance faciale, il y a tout un débat. ADP, aéroport de Paris, qu'on doit mettre en place. Il y a des villes qui commencent à s'y intéresser. Et puis ça pose quelques problèmes en termes de liberté individuelle. Quelle est la position là-dessus? La position du gouvernement, elle est claire. D'abord, légalement, aujourd'hui, hors consentement des personnes, vous ne pouvez pas avoir recours à la reconnaissance faciale. C'est interdit dans la loi. Oui. Donc il faut que les gens l'acceptent. La deuxième chose, c'est que ce que nous disons, c'est qu'il faut faire en sorte... Nous souhaitons qu'il y ait un débat public sur le sujet. Et avant ce débat public, nous voulons ouvrir un certain nombre d'expérimentations pour que les chiffres... Parce que le problème de la reconnaissance faciale, ce sont ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire quand la reconnaissance faciale se trompe. Déjà qu'on a un consensus sur les chiffres. Donc on ouvre des expérimentations sous la supervision de la société civile et de la recherche. On produit les chiffres. C'est à quelle échéance? D'ici 6 mois, 1 an. Mais ça prend quand même du temps d'avoir des vraies expérimentations. Et qu'ensuite, on ouvre un débat public où on se pose la question. Il y a beaucoup d'avantages à la reconnaissance faciale. Il y a des questions qui se posent. Il peut y avoir des questions de nouvelles institutions qui contrôlent l'usage que l'État en fait. En Chine, ça pose quand même mais nous n'irons jamais vers le modèle chinois. Mais nous n'irons jamais vers le modèle chinois. Et donc la question qui se pose, c'est en fonction des avantages, mais également des défis, qu'on puisse avoir ce débat sociétal, parce que c'est très important d'avoir ce débat sociétal et de faire en sorte que les Français puissent estimer ce qu'ils veulent pour leur pays. Merci beaucoup. Merci Cédrico d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, ce sera Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci Pascal Jalabert. Merci. Et tout de suite, c'est l'heure du Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le
Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons bien sûr de cette réforme des retraites à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Comment sortir du conflit? Y aura-t-il une pause des grèves pour Noël? Et Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire fragilisé, peut-il rester au gouvernement? On débattra de tout ça. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Toute la semaine, nous serons dans le Bas-Rhin. Les fêtes de fin d'année approchent et elles sont importantes pour certains secteurs économiques comme celui du jouet ou des produits régionaux. Regardez le programme de ce qui vous attend cette semaine avec Audrey Vietaz. Il flotte dans l'air comme un parfum de fête, alors on a décidé de vous emmener dans une institution, le marché de Noël de Strasbourg. C'est le plus grand d'Europe, le plus ancien aussi puisqu'il a été créé au XVIe siècle. Chaque année, des millions de touristes se pressent pour l'arpenter. L'hiver dernier, il a été touché par un attentat terroriste. 5 personnes ont été tuées, 11 autres blessées. Alors on a décidé d'y retourner un an après pour voir la résilience des commerçants, voir si les touristes reviennent et comment la préfecture et la mairie ont fait pour renforcer la sécurité qui était déjà très importante l'an dernier. Ensuite, sur une note plus joyeuse, on s'intéressera à un phénomène de consommation. Il semble que le Père Noël apporte de plus en plus de cadeaux de seconde main sous le sapin. Ça paraît inenvisageable pour certains et pourtant, 38% des Français affirment qu'ils ont déjà offert un cadeau reconditionné à Noël pour des raisons écologiques mais aussi économiques. Et on verra avec l'association Carijou que ça permet à certains de retrouver le chemin du travail. Enfin, on ravira vos papilles en allant à Gerswiller. C'est une petite commune de 1300 habitants à quelques kilomètres de Strasbourg et c'est la capitale du pain d'épices. Ça peut faire sourire et pourtant c'est très sérieux parce que ça permet de créer et de pérenniser des emplois dans la région. On ira à Furtwängler, c'est une entreprise familiale française, leader du marché dans l'Hexagone. Et vous vous en doutez, les fêtes de fin d'année sont très importantes pour l'entreprise. Et voilà, ces reportages en région seront donc à suivre toute cette semaine à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. On va débuter ce Club des Territoires avec la réforme des retraites. Bien sûr, nouvelle semaine de mobilisation qui s'annonce. Et c'est un haut-commissaire fragilisé qui doit défendre la réforme. Jean-Paul Delevoye, en pleine tourmente politique après les omissions sur sa déclaration d'intérêt, offre un angle d'attaque aux opposants à la réforme. On regarde tout ça avec Alizé Boissin. Mesdames, Messieurs, information, circulation. Pour les syndicats comme pour le gouvernement, la semaine est cruciale. Y aura-t-il des trains à Noël? À cette question, chacun se renvoie la balle. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. C'est au Premier ministre qu'il faut poser la question au Président de la République. J'ai eu le Premier ministre au téléphone jeudi. Il ne m'a pas dit que la porte était ouverte, il a dû oublier, et qu'il ne m'a pas dit que les négociations reprenaient. Il a dû oublier aussi. La République, elle ne peut pas subir de chantage de n'importe qui. Et aujourd'hui, ceux qui font grève, en tout cas ceux qui empêcheraient les trains de rouler ou les avions de décoller, c'est pas le gouvernement. Côté CFDT, Laurent Berger appelle à une trêve pour les fêtes, mais il pose une condition. C'est très simple. Pour que la CFDT porte un autre regard sur ce projet de loi, le gouvernement doit accepter de retirer l'âge d'équilibre. Un point, c'est tout. Fragilisé par les soupçons de conflit d'intérêts qui planent sur l'artisan de la réforme, Jean-Paul Delevoye, le gouvernement va au front et tend la main. La négociation est ouverte. Aujourd'hui, la porte du Premier ministre est ouverte, la porte de la concertation, et c'est le temps de la concertation qui commence. Le projet sur la table. Écoutez, par définition, ce qui fait l'objet de discussion ne se décide pas avant que la discussion commence, et la semaine prochaine, donc, Laurent Berger et d'autres syndicats seront reçus. La porte, elle est ouverte. En attendant cette semaine, tous les syndicats sont mobilisés. Ce lundi, c'est le 12e jour de grève dans les transports. Demain, jour de manifestation nationale. À la veille d'une possible reprise des négociations à Matignon, on sera alors à 2 jours des vacances. Et voilà, on va débuter le débat de ce Club des Territoires. Bonjour messieurs. Bonjour. Avec bien sûr cette réforme des retraites. Arnaud Benedetti, 12e jour de mobilisation. On le voit, le gouvernement qui répète que la porte des négociations est ouverte, mais les syndicats qui restent fermes. Comment on sort de ce conflit ? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que la journée de mardi sera scrutée de près. D'abord, le niveau de mobilisation sera intéressant à analyser. On a eu un niveau de mobilisation le 5 décembre qui était important et qui montrait le retour en force des syndicats comme, disons, appareil capable de mettre du monde dans la rue, ce dont on doutait d'ailleurs un peu depuis quelques temps. Ce qui va être déterminant, encore une fois,
ça va être la relation de l'opinion publique à ce mouvement. Clairement, on voit que depuis maintenant plusieurs jours, l'opinion publique, pour l'instant, manifeste son soutien au mouvement social et que le gouvernement et que le Premier ministre, finalement, espèrent un infléchissement ou un effritement de ce soutien pour retourner l'opinion publique. Alors, le problème, c'est que, in fine, Édouard Philippe s'est fermé une porte lors de son discours au Conseil économique et social. Il s'est fermé une porte parce qu'il pouvait très bien ramener très vite les réformistes dans le camp, disons, du gouvernement. C'était envisageable. Alors, soit il l'a fait sciemment, c'est-à-dire en se donnant finalement une attitude un peu raide pour lâcher du lest ensuite, et en l'occurrence, il prend le risque quand même de rajouter de la confusion à la confusion et surtout de durcir le mouvement dans une période où finalement les Français peut-être pensent déjà à leur fête plus qu'à leur retraite. Soit il l'a fait, disons, en cédant quelque part à une vision de sa réforme qui est une vision plus technocratique, plus budgétaire. Et là, en l'occurrence, on est sur un problème de fond qui risque de ne pas trouver une issue rapide, sauf si, bien évidemment, le gouvernement bouge sur la question de l'âge pivot. Mais encore une fois, aujourd'hui, le face-à-face ne se réduit pas quand même, il faut le rappeler, malgré la séquence que l'on vit entre la CFDT et le gouvernement. Certes, c'est actuellement l'élément important, mais n'oublions pas que la CGT, que l'UNSA, que FO, que Sudrail, aujourd'hui, sont dans la rue et restent, pour un certain nombre d'entre eux, totalement hostiles à cette réforme. Philippe Martin. C'est comme à l'armée, hein. C'est le coup qui est parti trop vite ou qui est parti de travers. Et en l'occurrence, je crois qu'il est parti et trop vite et de travers. Et depuis, on essaie de rectifier, mais c'est de plus en plus difficile. Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a eu des mois de concertation, ça personne ne le nie, pour arriver à une proposition où il n'y a rien qui est tranché. Voilà. On est H pivot, H d'équilibre, réforme systémique, réforme paramétrique, on ne sait pas qui calculera la valeur du point, on ne sait rien sur la pénibilité, il n'y a rien de précis. Quand les gens disent que c'est flou, effectivement c'est flou, donc c'est vraiment parti de travers. Et avec en plus, comme tu disais, une difficulté à expliquer les choses, à faire de la pédagogie un peu bienveillante, il y a plutôt un raidissement, et du coup, oui, je ne sais pas comment on va en sortir, mais c'est compliqué. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'ils n'auront pas ramené les syndicats réformistes dans le jeu, ça va rester bloqué complètement, quoi. Oui, je pense qu'il a été très malin mercredi en annonçant l'âge pivot de 64 ans et en focalisant le débat sur ce sujet-là. La réforme, elle est technique, pour ne pas dire incompréhensible au commun des mortels. En ramenant l'affaire à une borne d'âge, là, tout le monde comprend. Et c'est ça l'enjeu de la négociation qu'il y a maintenant avec la CFDT et l'UNSA. Il était entendu que de toute façon, son discours de mercredi n'allait pas faire cesser la grève. Donc, tant qu'à être sûr de rester dans le conflit, autant donner une bonne raison d'y être et de donner exactement les enjeux de la négociation. 64 ans, c'est simple, c'est clair. Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas, quoi. Est-ce que le gouvernement, et notamment Édouard Philippe, tente de jouer la bataille de l'opinion en parlant désormais des vacances de Noël, en insistant sur le fait qu'il y aurait peut-être des blocages et que chacun doit prendre ses responsabilités pour éviter les blocages à Noël et éviter que les familles ne puissent pas se retrouver à cause des transports? C'est explicite, très clairement. Quand on lit l'interview qu'a donnée Édouard Philippe, je crois, aux Parisiens samedi, il joue finalement la période de trêve des confiseurs comme un levier qui permettrait de renverser l'opinion face à des grévistes qui seraient totalement irresponsables de prendre en otage le pays au moment où les Français veulent se retrouver en famille. Donc c'est, j'allais dire, un argument qui peut prendre, mais si vous voulez, quand on regarde ce qui s'est passé par exemple en 1995, il faut se souvenir qu'au début, l'opinion publique n'était pas défavorable à la réforme Juppé et que le retournement s'est effectué à partir du moment où on a imputé la responsabilité du blocage justement au gouvernement et non pas aux grévistes. Donc pour l'instant, en tout cas, quand on regarde encore une fois les différentes études qui sont publiées, ce n'est pas la tendance de fond de l'opinion que d'imputer cette responsabilité aux grévistes. Alors, c'est même le contraire. Donc le pari est quand même risqué. Il est d'autant plus risqué que, encore une fois, on aurait pu très rapidement, moi je pense, faire en sorte que la CFDT se rallie à la position du gouvernement, surtout que la CFDT est tout à fait favorable à la réforme, elle, en l'occurrence, et on rajoute, je pense, des semaines de contestation qui auraient pu largement être évitées et qui pénalisent non seulement les usagers des transports, il ne faut jamais l'oublier, mais également les commerces. Donc l'analyse des blocages aujourd'hui dans lesquels se
retrouve le pays, risque d'être un moment fort à la fois pour les commentateurs et pour l'opinion publique. Et puis c'est également la CGT qui joue la bataille de l'opinion. On l'a entendu quand on demande à Philippe Martinez si la grève va se poursuivre à Noël, il dit la réponse est dans les mains d'Édouard Philippe. C'est le gouvernement qui est responsable et qui doit trancher. La CFDT, elle est un peu plus frileuse sur cette poursuite du blocage à Noël. Laurent Berger est favorable à une trêve des confiseurs, car il a bien conscience quand même qu'il peut y avoir un retournement de l'opinion contre les syndicats, car à la base c'est une réforme qui est censée supprimer des régimes spéciaux, des avantages de certaines catégories, et ça peut être mal perçu par l'opinion. Et au milieu de tout ça, Arnaud Benedetti, il y a l'affaire Delevoye, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, qui a omis de mentionner, qui a omis en tout cas dans plusieurs postes dans sa déclaration d'intérêt, 10 postes. Alors il y avait beaucoup de postes bénévoles certes, mais est-ce que ça fragilise Jean-Paul Delevoye, ça fragilise le gouvernement et ça fragilise cette réforme? Alors ça fragilise Jean-Paul Delevoye, c'est évident. C'est un émetteur aujourd'hui qui est difficilement audible et d'ailleurs on l'entend peu, si ce n'est pour se défendre quant à ses éventuels conflits d'intérêts. Ça c'est l'évidence. Alors ensuite ça rajoute bien évidemment de la tension sur le système au moment où le gouvernement s'efforce de faire la pédagogie de sa réforme. Puis le troisième point, si vous voulez, il y a une logique constitutionnelle qui est implacable, elle. Le problème, c'est que vous avez l'article 23 de la Constitution qui est très clair et qui est très explicite. Vous ne pouvez pas cumuler une fonction ministérielle avec un emploi. Et on peut s'étonner qu'un homme politique aussi averti, qui a plus de 30 ans, voire de 35 ans de carrière, ne connaisse pas cette disposition constitutionnelle que tout étudiant en droit constitutionnel de première année connaît. Et je rappelle qu'il y a un autre article, qui est l'article 5, c'est au président de la République de veiller au respect et au respect de la Constitution. Donc c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité aussi du président c'est-à-dire que je pense que, si vous voulez, le maintien aujourd'hui de Jean-Paul Delevoye est une vraie question. Et on peut imaginer qu'on commence à réfléchir à une porte de sortie, parce que, tout simplement, le cas de Jean-Paul Delevoye, dans le contexte actuel, est un cas qui parasite fortement la communication du gouvernement sur ce sujet. Malheureusement, même sur la partie bénévolat, effectivement, il ne touchait pas d'argent, mais c'était quand même dans le domaine de l'assurance. C'était quand même dans le domaine de la SNCF, même si c'était du mécénat. Mais l'assurance et la SNCF, ça tombe mal dans une réforme où on peut imaginer qu'à un moment le privé prendra le relais et que c'est la SNCF qui a lancé les grèves. Oui, qu'il reste ou qu'il parte. Maintenant, il est condamné à jouer les seconds rôles et à laisser le Premier ministre gérer toute l'affaire tout seul. Donc effectivement, il aurait tout intérêt à partir discrètement ou à s'effacer progressivement de la scène des retraites. Allez, on va continuer à parler de cette réforme des retraites, mais sous l'angle écolo, puisque le lundi, c'est la chronique Territoire vert d'Alex, et vous vous êtes penché sur cette question: quel est l'impact écologique de cette grève ? Et Alex, vous êtes donc intéressé aux conséquences de la grève dans les transports en commun sur la pollution de l'air. Et oui, alors je me suis demandé, est-ce que la grève dans les transports en commun pollue, entraîne un pic de pollution dans nos villes? Et j'ai regardé les chiffres notamment de la circulation automobile. Et ces chiffres, ils ne sont pas très très bons. Regardez, si on prend la journée de lundi dernier, eh bien, dans la région Île-de-France, il y a eu 631 km de bouchons, c'est-à-dire 3 fois plus que la moyenne. C'est le record de l'année 2019 en Île-de-France. À Lyon également, il y a eu 3 fois plus de bouchons que la moyenne, avec 90 km d'embouteillage. Et puis à Toulouse, un taux de congestion des routes de 145%. Ça veut dire concrètement que les Toulousains ont mis 2,5 fois plus de temps pour faire leur trajet que si le trafic était fluide. Donc premier enseignement de cette grève, eh bien oui, cette grève entraîne une augmentation des polluants automobiles. Et est-ce que ces émissions, elles dégradent la qualité de l'air ? Eh bien, cette fois-ci, j'ai regardé les chiffres et les indices de la qualité de l'air. Et cette fois-ci, les chiffres sont plutôt bons. Regardez, si on prend les moyennes sur la semaine dernière, à Paris, l'indice de qualité de l'air moyen était de 24. Ça veut dire que la pollution était modérée. C'est même en dessous de la moyenne. À Lyon, un indice de 31. À Toulouse, également, pas de pic observé avec un indice de qualité de l'air de 35. Donc, comment c'est possible ? Il n'y a jamais eu autant de voitures sur nos routes, mais la qualité de l'air est plutôt correct. Eh bien, la principale explication, c'est la météo, puisque la semaine dernière, la pluie, le vent ont permis de disperser les polluants, de lessiver l'atmosphère. Donc la conclusion, eh bien, c'est que oui, la grève pollue, entraîne un pic d'émissions automobiles, mais pour l'instant, c'est la météo qui nous sauve.
Eh bien voilà, merci. Vous êtes rassurant du coup, Alex. On va passer à un autre sujet, le deuxième thème de ce club. On va parler des régions et de l'attachement des Français à leur région, puisque c'est ce qu'on voit ce mois-ci dans Région Magazine. Philippe Martin, vous publiez un sondage, Région Magazine, Le Figaro. Et dans ce sondage, eh bien, on voit premièrement que plus de 7 Français sur 10 sont attachés à leur région. Oui, je dirais premièrement, c'est même... davantage de Français souhaitent qu'on donne davantage de pouvoir aux régions. Ça, on va en parler après. Alors, sont attachés, oui. Sont plus attachés qu'on aurait pu l'imaginer, y compris sur des régions de création récente. Alors, évidemment, quand on est breton, déjà par nature, on est attaché à sa région bretonne. Et comme elle n'a pas changé de périmètre, c'est plus compliqué quand on habite dans le Grand Est, une région de création récente et au périmètre au départ un peu improbable. Néanmoins, plus de 7 Français sur 10 identifient leur région, ce qui est beaucoup. Et on retrouve ça dans des régions comme la Nouvelle-Aquitaine ou comme... la Bourgogne-Franche-Comté, qui sont des régions qui n'ont qu'une toute petite existence et pas vraiment d'identité pour le moment. Vous le disiez, hein, il y a des différences selon les régions. On va voir le deuxième enseignement de ce sondage, c'est que c'est en Bretagne, dans les Hauts-de-France et en PACA que l'attachement est le plus fort. On a un petit bémol avec Arnaud, c'est qu'il n'y a pas la Corse dans le sondage. Et non, parce que l'échantillon... Non, mais c'est clair que quand je travaille quand même beaucoup sur les régions, c'est toujours la Bretagne, la Corse et l'Alsace qui sont les régions les plus fortement identifiées. Sauf que la Corse, c'est une île avant d'être une région et que l'Alsace n'est plus une région. Donc la seule région qui reste une région avec une marque, on va dire, très forte, c'est la Bretagne quand même. Après, oui, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud maintenant, et la région des Hauts-de-France ont une forte identité également, même si... ce sont des régions de conglomérats, même la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et troisième enseignement sur ce thème, avant de passer à la suite, c'est que les régions les mieux identifiées par leurs habitants, eh bien là, ça change. C'est la Bretagne, Pays de la Loire et Occitanie. Oui. Alors ça peut paraître un peu bizarre parce qu'autant Bretagne, Pays de la Loire, c'est des régions qui sont anciennes et qui n'ont pas été touchées par la loi NOTRe. L'Occitanie, c'est une région nouvelle et finalement, elle est bien identifiée par les habitants. C'est une grève Capri. J'ai pas d'explication scientifique, surtout quand on se souvient de l'historique où la fusion entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon était quand même extrêmement compliquée, avec une forte rivalité Montpellier-Toulouse, et puis des territoires quand même extrêmement divers et très éloignés les uns des autres. Apparemment, cette fusion-là semble être bien passée dans l'esprit des gens. C'est la seule chose qu'on peut en tirer. Et sur les autres, c'est des régions une explication pour cette région, c'est aussi que la marque Occitanie est une marque forte dans l'imaginaire. Donc, si vous voulez, elle est très identifiable, même si, en effet, il y avait des conflits entre Montpellier et Toulouse au moment de la création de cette nouvelle grande région. Non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, si vous voulez, la culture politique française et la culture administrative française s'est construite plutôt autour du département. Et qu'aujourd'hui, on voit finalement un nouvel acteur. L'histoire de la région en France, c'est récent. Hein. C'est récent. Les premières régions ont été créées sous la Seconde Guerre mondiale, faut-il le rappeler, dans un contexte certes très différent. Véritablement, disons, l'envol des régions, c'est avec la décentralisation de 1982, les lois de fer. Donc on est là face à un mouvement qui est intéressant et qui montre quand même qu'on est en train vraiment de changer de culture politique et de culture administrative, parce que tout simplement les régions sont considérées comme des acteurs essentiels à la fois de la proximité, même si ça pose parfois problème avec les grandes régions, mais aussi du développement économique. Et donc on est là face à un processus qui montre que la relation des opinions en termes d'identification politique avec les grands acteurs institutionnels est en train vraisemblablement de bouger, d'évoluer. Alors avant de parler des compétences, il y a aussi d'autres questions, c'est sur les présidents de région dans ce sondage. Et là, eh bien, on voit que les plus connus, sans grande surprise finalement, ce sont Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Ouais. Alors oui, parce que ce sont des ministres assez récents. Il y a un peu plus loin Renaud Muselier, qui est un ministre un peu plus ancien. Mais effectivement, ceux qui ont une image nationale sont davantage identifiés que des présidents de région qui sont exclusivement sur leur région. Il y a une exception donc sur la partie du sondage où les gens citent spontanément, c'est Alain Rousset, donc, qui est très bien classé en tant que président de Nouvelle-Aquitaine. Il est très identifié en Aquitaine, même si c'est pas quelqu'un qui a été ministre, mais voilà, dans sa région, il est incontestable, incontournable. Ancien président de l'association des régions. Après, en bout de classement, on trouve quand même les gens qui sont, et c'est logique, qui ont été élus en cours de mandat. Parce qu'il y a quand même un phénomène qui moi, je n'avais pas connu avant. Il y a 4 présidents qui ont changé en 2 ans. Donc, et je prends Loïc Géné-Girard, par exemple,
qui n'est pas connu et qui a remplacé Jean-Yves Le Drian, qui est très connu, les gens n'ont pas voté pour lui au moment des régionales, donc logiquement il est moins connu. C'est la même chose pour Christelle Morancet qui a remplacé Bruno Retailleau, c'est la même chose pour Jean Rotner qui a remplacé le président de l'ANSA, Philippe Richert. Après, c'est un peu moins vrai, Renaud Muselier s'en sort mieux, même s'il a remplacé Christian Estrosi en cours de mandat, parce qu'ils avaient une notoriété tous les deux. Voilà, mais ceux-là sont logiquement plus loin, donc ce classement est assez logique. Celui qui s'en sort le mieux, effectivement, c'est Xavier Bertrand. Parce que, il est à la fois en tête de notoriété et en tête de popularité dans sa propre région. Parce que vous avez demandé quel est celui dont vous avez la meilleure opinion aux habitants de la région. Et là, c'est Xavier Bertrand qui sort en tête. Et Laurent Wauquiez est très bien placé aussi. Ça ne vous étonne pas, Arnaud Benedetti, finalement, ce sont les présidents de région qui ont une envergure nationale. Oui, complètement. C'est ceux qui ont une visibilité nationale qui, aujourd'hui, dominent dans le classement. Mais ça veut dire aussi que les personnalités qui ont une ambition nationale vont chercher un mandat de président de région. Finalement, un mandat de président de région est aujourd'hui peut-être parfois, et certainement... Xavier Bertrand a clairement dit qu'il se représenterait et qu'il se présenterait au présidentiel s'il était réélu président de la région. Bien sûr, c'est un levier pour une ascension. C'est devenu un levier pour une ascension politique. Et on y vient, près d'un Français sur deux donc pense qu'il faut augmenter le pouvoir des régions. Alors c'est pas que des régions, parce qu'on a d'abord posé la question sur l'ensemble des collectivités, communes, départements, régions. D'abord les communes, alors plus on est en proximité, plus les Français demandent que les compétences soient élargies. Donc c'est assez logique, communes, départements, régions, communes beaucoup plus fort. On sent quand même un vrai besoin de proximité et une vraie envie de services publics locaux, territoriaux, quoi. Et les régions sont plutôt bien placées. Et la deuxième partie du sondage est intéressante parce que c'est dans les compétences qu'elles ont déjà, comme les transports, puisque maintenant c'est quand même devenu l'autorité la principale autorité de transport avec les TER, avec les autocars, etc. C'est dans les transports que les gens souhaitent, alors à 90%, là c'est vraiment un sondage très très spectaculaire. Moi honnêtement je ne m'attendais pas que ce soit à ce point-là, qu'il y a encore davantage de compétences aux régions. Oui. Pourquoi ? Parce que le TER, en dehors des périodes de grève, fonctionne quand même beaucoup mieux qu'il y a 30 ans ou il y a 20 ans quand c'était l'État qui s'en occupait, quoi. Alors ce qui est quand même important, c'est qu'on va quand même à l'encontre de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, avec quand même, j'ai Gérard Larcher dans une récente interview, on est plutôt dans une phase de recentralisation. Et si on prend le cas des régions, entre les contrats de Cahors qu'elles ont dû signer pour passer sous la tutelle des préfets au niveau de leurs dépenses de fonctionnement, l'apprentissage que Mme Pénicaud, Mme Picot leur a retiré la compétence, on est vraiment au niveau des régions dans une phase de recentralisation. Ça va totalement à l'encontre de ce sondage. Mais je pense que ça procède aussi d'un climat en France la rupture avec les collectivités, les territoires, on est toujours en train de la payer 2 ans ou 3 ans après. Oui, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une demande maintenant qui vient de la population, alors qu'elle s'intéressait relativement peu aux faits décentralisateurs, au-delà de la commune. L'attachement au département est connu. Maintenant, les régions, c'est effectivement peut-être l'accomplissement d'une demande plus générale, quoi, avec une connaissance et une reconnaissance en fait de ce qui a bien marché. C'est notamment les transports et les lycées. De ce côté-là, il y a eu des vraies satisfactions, je pense, des populations. Allez, on va continuer à parler des régions, mais de leurs initiatives. On va se rendre en Centre-Val de Loire grâce à nos partenaires des télés locales. On va s'intéresser à la question des déserts médicaux. Le Centre-Val de Loire est l'un des plus mauvais élèves en la matière puisque 48% des médecins ne prennent plus de nouveaux patients. La région a donc décidé d'ici 2025 de salarier des médecins répartis dans des maisons de santé. On va regarder ce sujet de Romain Delville et Julie Petitfrère pour nos confrères des télés locales. L'enquête de l'association de consommateurs UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire est sans appel. Alors que des déserts médicaux persistent dans le département, bon nombre de médecins généralistes sont saturés de patients. Pour le savoir, les bénévoles de l'association ont posé cette question toute simple à 40 médecins ou cabinets médicaux. Pouvez-vous devenir mon médecin traitant ? 35% des médecins interrogés ont refusé notre demande, auxquels nous pouvons ajouter aussi 5% de médecins qui ont souhaité d'abord voir le patient avant de prendre une décision. Pour pallier le manque de médecins en Centre-Val de Loire, la région établit un projet territorial de santé. D'ici 2025, elle va salarier 130 médecins qu'elle installera dans de nouvelles maisons de santé pour compléter l'offre en milieu rural, aux côtés des 125 maisons pluridisciplinaires. C'est la première fois en France qu'une région relève le défi avec cette ambition, création de 150 postes à l'échelle de la région, répartis sur l'ensemble du territoire, 30 centres de santé qui viendront sur le territoire. Ça, c'est complètement nouveau. Mais salarier 130 médecins a un coût, 18 millions d'euros par an, auxquels il faut ajouter les frais de fonctionnement des futures maisons de santé.
Voilà pour ce reportage de nos partenaires de TV Tour. Une réaction, Guillaume, à ce sujet? Oui, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, parfois des villages, toutes les strates de collectivités font quelque chose pour faire venir des médecins. Il faut quand même saluer là un exploit français. On a réussi à plus avoir de médecins dans une partie du pays, ce qui est proprement hallucinant. On se demande comment on a pu fabriquer ça, quoi. Comment on a pu à ce point ne pas anticiper. En plus, les prévisions ne sont pas du tout rassurantes parce que dans les endroits où il y a déjà peu de médecins, on s'aperçoit qu'ils ont une moyenne d'âge élevée, donc avec une probabilité extrêmement forte qu'ils s'arrêtent d'exercer d'ici 10 ans. Donc effectivement, les pouvoirs publics locaux vont devoir agir fortement, on n'a pas fini d'en entendre parler. Philippe, oui, parce que je voyais François Bonneau. Alors, nous, on a fait plusieurs reportages sur la désertification François médicale Bonneau, le président de la région. Et François Bonneau, c'est un président de région qui a été réélu tout juste et contre toute attente à la dernière régionale, qui fait un travail admirable de fourmi dans sa région, mais qui n'est pas très connu, et donc qui a un taux de notoriété faible. Je pense qu'ils ont un vrai savoir-faire. De temps en temps, il faudrait qu'ils fassent un peu plus de faire savoir pour montrer ce qui est fait. On n'a pas attendu Madame Buzyn, qui fait des choses en Centre-Val de Loire, pour s'occuper de la désertification médicale. Ils ont beaucoup d'avance là-dessus, même si, comme tu dis, c'est très difficile. Il y a le problème de numerus clausus il y a 20 ans. On a arrêté de produire des médecins alors qu'il en fallait de plus en plus. C'est aussi simple que ça. Et du coup, les collectivités, les régions se retrouvent à pallier les manquements de l'État sur ce sujet. Oui, alors il est évident que la question du numerus clausus fait qu'on paye aujourd'hui au prix lourd cette question des déserts médicaux. On est obligé de faire venir des médecins de l'étranger parfois pour pallier à l'absence de médecins français, ce qui est une réalité aussi. Mais c'est intéressant parce que finalement, pour en revenir au sondage que vous avez publié, ça montre bien que finalement c'est le local qui porte un certain nombre d'initiatives là où l'État n'est plus capable de répondre à la demande des populations. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe profondément, c'est que la relation, encore une fois, de l'opinion publique aujourd'hui aux échelons politiques est en train de se modifier. L'Europe fait peur. Il y a une défiance vis-à-vis de l'Europe, on le voit régulièrement dans les études et on le voit lorsqu'on interroge les Français. L'État est jugé très souvent impuissant. Et finalement, on se retourne vers les pouvoirs de proximité. Les pouvoirs de proximité, ce sont les échelons locaux, à la fois les municipalités, les départements et les régions. Comme quoi, comme si c'était le local qui devait porter les initiatives concrètes pour répondre aux besoins des citoyens. Ce qui met aussi une claque à la fameuse théorie qu'il fallait réduire le millefeuille territorial. Dans ce sondage-là, personne ne remet en question le fait qu'il y a encore des départements pour s'occuper du social en proximité. Et oui, sur cette question des médecins, c'est tout le débat qu'il y a eu sur la loi d'organisation du système de santé au Sénat. Les sénateurs demandaient à ce qu'on régule l'installation des médecins dans les campagnes, dans les zones sous-dotées. Et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dit non, il faut faire une politique de l'attractivité et que les collectivités s'organisent en communauté pour attirer les médecins. Voilà, responsabilité aux collectivités. Allez, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Marseille, retrouver nos partenaires de la Provence. Bonjour Guillaume Ricavi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, directeur des rédactions de la Provence. Plusieurs sujets avec vous, Guillaume, et on va commencer par le programme Euroméditerranée. Oui, effectivement, c'est un projet lancé il y a une vingtaine d'années à Marseille avec un établissement public pour le piloter, Euroméditerranée, qui a permis de requalifier, de redonner vie à d'anciennes friches industrielles, notamment derrière le port de commerce de Marseille. C'est le quartier de la Joliette, c'est l'ancien dock qui a été réhabilité depuis en bureau et en centre commercial. C'est également l'ancien silo qui est sur le port de Marseille et qui est devenu une salle de spectacle. Et effectivement, ce projet Euroméditerranée, j'allais dire, gagne du terrain. L'idée, c'est de reconquérir des quartiers souvent abandonnés, délaissés, des quartiers souvent en friche. Et d'ailleurs, ce matin, Oriane est inaugurée, avec 5 ans de retard, mais la station de métro Capitaine Gèze, qui va un petit peu plus loin vers les quartiers nord, effectivement. Et aujourd'hui, on fait le point dans la Provence sur les chantiers à venir au cours de l'année 2020. C'est notamment la création du parc Bougainville au pied de la cité Félix Piat. C'est également des bureaux qui vont être créés place Casmajou. Et puis c'est la création également de logements et d'une école dans le quartier des Crottes, l'école des Fabriques. C'est un ancien site là aussi industriel délaissé. C'est à 2 pas de la rédaction de la Provence d'ailleurs. Et effectivement, il y a cette reconquête petit à petit grâce à Euroméditerranée. On fait le point sur la situation un peu moins de 20 ans après son lancement. Et c'est donc à lire dans la Provence. Autre sujet à lire dans la Provence, cette fois-ci, c'est dans les pages santé. Et là, vous dites vivement samedi. Je vous laisse expliquer pourquoi, Guillaume.
Oui, alors samedi, déjà ça sera l'hiver effectivement, mais nous c'est un petit peu plus chaud dans la page santé ce matin, puisque samedi c'est la journée mondiale de l'orgasme. Et donc on a voulu savoir, et on a demandé à des médecins marseillais si l'orgasme était bon pour la santé. Eh bien je peux vous le confirmer, ils sont tous unanimes, oui c'est très très bon pour la santé. Faire des câlins, ça fait du bien, ça libère de l'ocytocine notamment, mais ça a plein d'autres vertus qu'on explique ce matin dans le journal. Voilà, c'est donc à lire dans la Provence. Et puis, on n'allait pas vous quitter sans vous parler de l'événement ce week-end à Marseille, Guillaume. Alors, c'est pas la fin de série d'Olympique de Marseille, mais c'est le concours Miss France qui avait lieu à Marseille. Et dans la Provence aujourd'hui, l'interview de Miss Provence qui est arrivée première dauphine de Miss France. Oui, effectivement, c'est la grosse déception. Samedi soir, Marseille accueillait la soirée de l'élection de Miss France. On se souvient pourquoi Miss Tahiti quittant son titre, ça devait être chez elle que cette compétition devait se tenir. Tahiti n'avait pas de salle assez grande pour accueillir la soirée, et donc Marseille avait candidaté. La soirée s'est passée à Marseille, au Dôme de Saint-Just, et on était très très confiants avec notre Miss Provence, forcément la plus jolie, Lorua. Lorua, on y a cru jusqu'aux dernières minutes de cette soirée, et au final elle se retrouve première dauphine. Elle est effectivement en interview dans le journal ce matin, et on a quand même, je vous le cache pas Oriane, une réelle déception parce que sur les réseaux sociaux, figurez-vous que notre amie Lorua, Miss Provence, était très très loin en nombre d'interactions devant Miss Guadeloupe, qui pourtant a obtenu le fameux diadème de Miss. Donc une déception, et donc cette interview où la jeune femme nous explique ce matin qu'elle est quand même très contente de cette aventure et d'être allée aussi loin et d'avoir porté de façon aussi belle les couleurs de la Provence. Voilà, et puis on le disait, vous parliez des réseaux sociaux, c'est vrai que cette élection de Miss France, c'est toujours l'occasion de batailles sympathiques entre les différents titres de presse quotidienne régionale au moment de l'élection, et à la Provence, vous y avez participé. Oui, c'est ça. Classiquement, maintenant, ça se joue sur les réseaux sociaux. Et effectivement, les community managers, notamment ceux de la Provence qui étaient mobilisés, aiment un petit peu aller taquiner leurs confrères des autres titres. Et bien évidemment, voilà, c'est un combat aussi amical en parallèle de la compétition. Et il est important de le rappeler, toujours avec bonne humeur. C'est un petit peu l'esprit des community managers de chacun des titres de PQR, qui sont contents plutôt de s'amuser au cours d'une soirée plutôt que de se faire la guerre. Un peu de légèreté, ça fait pas de mal dans une actualité un peu compliquée. Exactement. Merci beaucoup Guillaume. On va revoir la une de la Provence avec donc ces différents sujets, mais à la une qui va reculer la bataille sur la réforme des retraites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on va enchaîner avec ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux avec Alex. Et on commence par la République des Pyrénées, Alex. Et oui, la République des Pyrénées qui revient sur les intempéries qui ont frappé le sud-ouest ce week-end avec des pluies torrentielles et un bilan très lourd. 3 personnes décédées et 5 personnes blessées. Et la République des Pyrénées qui fait maintenant le bilan des dégâts avec en image, regardez, la commune de Larins qui n'aura pas d'eau potable pendant quelques jours. Et puis la commune de Biel qui a été complètement dévastée par ces pluies torrentielles. À la une de la Nouvelle République. Alors, la Nouvelle République qui revient sur la poursuite de la grève contre la réforme des retraites, avec une question que tout le monde se pose: qui va céder entre, d'un côté, les syndicats, de l'autre, le gouvernement? C'est en tout cas la poursuite de la grève pendant les fêtes de Noël qui pourrait faire basculer l'opinion publique d'un des deux côtés. Dans le Courrier de l'Ouest. Le Courrier de l'Ouest revient sur une enquête intéressante, un sondage d'Odoxa pour la presse régionale qui demande aux Français ce qu'ils veulent pour leur commune à 4 mois des élections municipales. Et quand on regarde les résultats, on apprend que c'est la sécurité puis l'environnement qui arrivent en tête des préoccupations des Français dans leur commune. Et on apprend également que une grosse majorité de Français est finalement satisfaite par le bilan de leur municipalité. Et on termine avec Presse Océan. Et Presse Océan qui revient également sur ce sondage Odoxa et qui a choisi d'insister sur la sécurité, avec une majorité de Français qui estiment que leurs élus communaux ne parlent pas assez des sujets de sécurité, que c'est un peu un tabou dans la commune. Et voilà, le sujet de la sécurité qui fait partie des principales préoccupations des habitants de la commune. Merci beaucoup Alex pour cette revue de presse. On va regarder la une de la Gazette des communes cette semaine. Guillaume, c'est quoi être DGS aujourd'hui, directeur général des services? Oui, c'est un poste assez méconnu. C'est
c'est le plus gradé des fonctionnaires d'une collectivité locale, celui qui fait tourner toute la machine. Je crois que dans le grand public, on sait peu ce qu'est un DGS et pourtant c'est vraiment un poste tout à fait stratégique. Et on en apprendra plus dans la Gazette des communes. La une de la revue politique et parlementaire consacrée à la science, Arnaud Benedetti, et puis la une de Région Magazine, on en a longuement parlé, Philippe Martin, sur ce sondage. Les Français veulent donner plus de pouvoir aux régions. Et 20 secondes sur votre supplément régional consacré à la Bretagne. Alors la Bretagne, une région qui a une forte identité, qui est une forte marque et qui est très intéressante parce que c'est à la fois une région de tradition et une région extrêmement moderne, qui a le plus de bateaux de chômage en France maintenant, puisqu'ils vont passer sous la barre des 7%. C'est quand même révélateur d'une politique qui est menée depuis des années, d'abord sous l'impulsion de Jean-Yves Le Drian et puis de l'actuelle mandature, et avec aussi du tourisme, des paysages magnifiques. Et c'est donc à lire ce mois-ci dans Région Magazine. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Fin de cette émission, on se retrouve demain. L'invité politique Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. On vous attend demain, on vous souhaite une très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.